Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. La controverse électorale reste au centre de toutes les attentions et le président Trump n'a pas l'intention de céder face à Biden et le Parti démocrate. Les deux partis sont liés par une date constitutionnelle, le 20 janvier à midi. C'est à cette date que doit avoir lieu la transition présidentielle américaine ou la passation de pouvoir entre les mandats. Comme je l'ai dit hier, le 13 décembre, une division du département américain de la sécurité intérieure a averti toutes les agences fédérales, y compris le personnel militaire et politique, de se déconnecter du réseau de SolarWinds. Des pirates étrangers exploitent les vulnérabilités du système pour infiltrer les agences gouvernementales américaines. Le média américain Just the News a cité 3 sources disant que le 15 décembre, le Pentagone a émis un nouvel avis d'urgence. Cet avis avertit les employés que le réseau de communication utilisé pour les informations classifiées au sein du département de la Défense serait fermé d'urgence pendant plusieurs heures ce matin-là, prétendant qu'il s'agissait de mise à jour de logiciels. Cependant, selon plusieurs recherches faites par des internautes, jusqu'à présent, le réseau interne classifié du département de la Défense n'avait jamais été fermé en urgence pendant la journée. Les mises à jour étaient généralement effectuées le week-end ou tard dans la nuit pendant seulement quelques heures. En outre, l'arrêt d'urgence ne concernait que les ordinateurs qui traitent des informations confidentielles et non les autres équipements connexes. Le nom complet de ce réseau classifié est Secret Internet Protocol Router Network. Il a été créé en 1990 et les informations classifiées qui y sont déposées peuvent atteindre le plus haut niveau de confidentialité. Par ailleurs, les fréquents remaniements au sein du ministère de la Défense des États-Unis pendant cette période de tension électorale ont alerté certains médias. Le matin du 16 décembre, le président Trump a tenu sa 25e réunion de cabinet à la Maison-Blanche en l'absence de plusieurs hauts fonctionnaires. Parmi eux, le procureur général William Barr, qui démissionnera le 23 décembre, et le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui est en quarantaine après avoir été exposé au virus du Covid. Pourtant, certains ont remarqué que Mike Pompeo n'avait jamais été en quarantaine auparavant, même lorsque certaines personnes travaillant avec lui avaient contracté le virus. Les autres personnes qui n'étaient pas présentes étaient le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, le secrétaire à l'énergie, Dan Brouillette, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, le secrétaire du Renseignement national, John Ratcliffe, la directrice de la CIA, Gina Haspel, et le secrétaire à l'agriculture, Sonny Perdue. Cette réunion du cabinet était plutôt spéciale. Dans le passé, le président Trump permettait à certains journalistes d'entrer dans la salle et d'y rester 30 minutes ou plus. Ils étaient autorisés à filmer la réunion et avaient même la possibilité de poser quelques questions. Mais lors de cette réunion, l'accès pour les journalistes a été interdit. Et au moment où j'enregistre, les détails de la réunion sont restés secrets. Le plus intéressant est que le secrétaire d'État Mike Pompeo, le secrétaire à la Défense Miller, le directeur du Renseignement national Ratcliffe, l'actuel ou futur procureur général n'étaient pas présents, alors qu'ils représentent le noyau de l'administration Trump et sont très favorables au président. Il y a 6 ans, le 18 juin 2014, le président Trump tweetait une citation célèbre du général américain Patton. « Que Dieu ait pitié de mes ennemis, car je n'en aurai pas. » Le président Trump n'annonce pas toujours ses intentions au public à l'avance. Cependant, aujourd'hui, de plus en plus d'Américains demandent au président Trump d'exercer ses pouvoirs et de ne pas perdre de temps face à un système juridique décevant et corrompu. L'organisation conservatrice We the People Convention a appelé le président des États-Unis à utiliser ses pouvoirs présidentiels pour protéger le pays en suivant l'exemple de l'ancien président Abraham Lincoln. Le 14 décembre, la sénatrice Amanda Chase, candidate républicaine au poste de gouverneur en Virginie, a publiquement appelé le président Trump à déclarer la loi martiale limitée. Le 15 décembre, Lin Wood, avocat du président Trump, a cité l'éditorial du journal Epoch Times dont je vous avais déjà parlé, et il a ajouté qu'il était sûr à 100% que le président agirait en faisant l'éloge de ce dernier. Trump est un génie, il a un plan. The Trump Page, un compte Twitter qui soutient le président Trump depuis 2016, a tweeté dans la soirée du 15 décembre que Trump activera le décret de 2018 en janvier. Il y aura une attaque surprise de Trump, les pièces sont en place, l'aigle a atterri, Trump se déplace avant janvier, mais le mois de janvier verra la maison tomber. Le compte a également déclaré dans un autre tweet « Ils le savent, ils s'y préparent. Savent-ils exactement ce que Trump va faire? Non, ils ne le savent pas. Mais ils mettent tout en veilleuse et se préparent pour le mois de janvier. C'est un mois crucial. » Lorsqu'il dit qu'il met tout en veilleuse, il fait peut-être référence à la pandémie comme un moyen de déplacer l'attention, de minimiser les problèmes actuels et de détourner l'attention du public de l'action du président Trump. De nombreuses personnes ont également repris l'opinion du colonel Perez, retraité de l'armée américaine. Il pense que le président Trump agira très probablement entre le 18 et le 24 décembre.
Il a également déclaré que si le président Trump active le décret de 2018, il pourrait geler les actifs et les comptes bancaires des personnes impliquées dans les interventions étrangères de l'élection, y compris Facebook, Twitter, les médias et les forces chinoises aux États-Unis. Par ailleurs, l'Associated Press a rapporté que Trump envisage d'autoriser le nouveau procureur général par intérim, Jeffrey Rosen, à nommer un conseiller spécial pour enquêter sur les problèmes fiscaux de Hunter Biden et ses relations d'affaires avec les pays étrangers. L'article mentionne également que le président Trump a l'intention de laisser le nouveau procureur général par intérim nommer un autre conseiller spécial pour enquêter sur le conflit électoral. Alors il ne faut pas sous-estimer le nouveau chef du département de la justice. Jeffrey Rosen connaît bien l'infiltration du Parti communiste chinois aux États-Unis. Dans un discours public prononcé en août de cette année, il a soutenu le décret 13 848 signé par le président Trump en 2018. Il a convenu avec le président Trump que les appareils numériques et les communications Internet étaient devenus une faille pour l'ingérence étrangère dans l'élection américaine. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez regarder mon émission d'hier sur SolarWinds. Richard Donoghue, le procureur général adjoint par intérim nommé par le président Trump en même temps que Rosen, a un parcours encore plus impressionnant. Son père était l'avocat personnel de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, et il a lui-même une solide expérience, ayant servi comme juge militaire dans l'armée américaine. Depuis 2018, il travaille comme procureur au tribunal de district pour le district Est de New York. Il a conduit un certain nombre d'affaires importantes, notamment la lutte contre le gang MS-13, la poursuite de membres clés impliqués dans le trafic sexuel et le travail forcé, la poursuite avec succès de Guzman, un célèbre baron de la drogue mexicain. Donoghue a également été l'un des principaux procureurs qui ont supervisé l'affaire Meng Wanzhou de Huawei. Rosen et Donoghue forment donc un duo de choc au sein du ministère de la Justice, et ils prendront officiellement leurs fonctions le 23 décembre. Selon l'Associated Press, le président Trump veut qu'il nomme 2 procureurs spéciaux pour enquêter sur l'élection et sur Hunter Biden. Sur ce point, de nouvelles preuves du scandale Hunter Biden ont maintenant fait surface, et cette fois cela implique directement toute la famille Biden. La dernière nouvelle vient d'un email publié de Hunter Biden à Ye Tianming, l'ancien président de China Energy. Hunter Biden exprime les meilleurs vœux de toute la famille Biden à Ye Tianming, tout en lui demandant de lui verser 10 millions de dollars dès que possible, sous le nom de Fonds de fonctionnement pour le projet de la famille Biden avec Ye Tianming. Il s'agit là d'une preuve concrète des relations collectives de la famille Biden avec le Parti communiste chinois. Le 15 décembre, 17 républicains de la Chambre ont envoyé une lettre à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Ils l'exhortent à retirer immédiatement le représentant démocrate de Californie, Eric Swalwell, du comité de renseignement, suite à des rapports sur ses anciens liens avec une espionne chinoise. Par ailleurs, les responsables de la coalition Stop the Steal ont également tenu une conférence de presse au Capitol Hill Club le 15 décembre. Ils ont appelé davantage de républicains à contester les résultats frauduleux de l'élection présidentielle du 6 janvier, en particulier à rejeter les résultats dans plusieurs États clés. La coalition a déclaré que 7 membres de la Chambre dans le caucus républicain sont prêts à soutenir Mo Brooks pour contester le résultat du vote du collège électoral. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également refusé de reconnaître publiquement Joe Biden comme président élu lorsque les journalistes lui ont posé la question mardi dernier après une réunion du cabinet de l'État. Je vous parlais hier du leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Le 15 décembre, il avait annoncé qu'il reconnaissait Biden comme président élu. Et lors d'une conférence téléphonique ultérieure, il a exhorté les républicains du Congrès à ne pas s'opposer aux résultats de l'élection lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier pour compter les votes électoraux. Ces actions ont été largement critiquées par les partisans de Trump. Sa famille et ses liens avec le Parti communiste chinois ont également été déterrés. Et on en sait maintenant un peu plus. Selon de nouvelles informations, McConnell aurait reçu des milliers de dollars en contributions politiques au cours du premier semestre 2019. Ces contributions provenaient toutes de lobbyistes politiques associés au système de vote Dominion. En juillet de la même année, McConnell a bloqué au Congrès 2 projets de loi qui auraient préservé l'intégrité de l'élection. L'un d'entre eux prévoyait de fournir 775 millions de dollars pour renforcer la sécurité des élections aux États-Unis et exigeait que tout vote américain soit basé sur un bulletin de vote en papier. L'autre décret devait obliger les candidats politiques, leurs membres et leurs familles à informer le FBI si un gouvernement étranger leur apportait aide ou soutien. Alors que M. McConnell était pris dans un tourbillon d'accusations publiques, le président Trump a retweeté un article aux premières heures du 16 décembre intitulé « Les alliés de Trump reprochent à Mitch McConnell d'avoir félicité Biden ». Le président Trump en a profité pour déclarer « Il est trop tôt pour abandonner.
Le parti républicain doit apprendre à se battre. Les gens sont en colère. En attendant, d'autres controverses électorales continuent de faire surface. Le 16 décembre à midi, la Thomas More Society a tenu une conférence de presse et a publié un rapport exposant 10 organisations à but non lucratif, financées par 5 fondations, dont l'intention était de saper fondamentalement le système électoral. Alors je cite le rapport. Cette injection de centaines de millions de dollars dans l'élection, dont 500 millions de dollars provenant du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a violé les lois électorales de l'État et entraîné une répartition inégale des fonds, qui a privé les électeurs à la fois d'une procédure régulière et d'une protection égale. Et plus important, a affecté le résultat des élections. Mark Serrano, président d'une société américaine appelée Proactive Communication, a également déclaré le matin du 16 décembre qu'il intenterait une action en justice contre le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, devant le tribunal de district de Columbia pour l'influence de ses financements sur le résultat des élections dans le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona et la Géorgie. Dans le même temps, le comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales a tenu une audience pour examiner les irrégularités de l'élection le 16 décembre. Cette audience s'est transformée en échange houleux entre législateurs et témoins républicains d'un côté et législateurs et témoins démocrates de l'autre. Au cours de l'audience, le sénateur Rand Paul a souligné que de nombreuses controverses ont eu lieu et que cette élection a posé de graves problèmes à bien des égards. Il a déclaré « La fraude s'est produite, l'élection a été volée ». Le sénateur républicain Ron Johnson, qui a présidé la réunion, a eu un débat animé avec ses collègues démocrates du comité. Dernière information maintenant et qui concerne l'espionnage par le Parti communiste chinois. Le 15 décembre, The Guardian a rapporté que le régime chinois utilisait les réseaux de téléphonie mobile dans les Caraïbes pour envoyer des messages de signalisation susceptibles de localiser les utilisateurs de téléphones portables. Ils permettent également de cibler, suivre et intercepter les communications téléphoniques des abonnés américains afin de surveiller des personnes spécifiques aux États-Unis. La plupart des messages de signalisation trouvés provenaient de China Unicom, ce qui place le Parti communiste chinois sur la liste directe des premiers suspects. Les révélations du journal sont basées sur les études et analyses de Gary Miller, spécialiste de la sécurité des réseaux mobiles. Miller a récemment quitté un emploi chez Mobileum, une société de sécurité mobile qui suit et signale les menaces aux opérateurs, pour créer Exigent Media, une société de recherche sur les cybermenaces. Il a dit qu'il partageait ses conclusions avec le Guardian pour aider à exposer la gravité de cette activité et encourager la mise en œuvre de contre-mesures et de politiques de sécurité plus efficaces. D'après Miller, les agences gouvernementales et les États sont conscients des vulnérabilités des réseaux mobiles depuis des années. Il a ajouté « Personne dans l'industrie ne veut que le public connaisse la gravité des attaques de surveillance en cours, mais je veux que le public le sache. » Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Retrouvez-moi également sur Twitter et Odyssée, les liens sont dans la description. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.